Bonsoir Nicolas. Hop, salut Victoria. Salut, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Super. Écoute, je suis ravie de te retrouver et bienvenue dans cette soirée dans ma cuisine, parce que ça s'appelle Kitchen Philosophy, puisque nous avons décidé avec SenseMakers de lancer cette série d'entretiens, donc qui sont des discussions philosophiques dans la cuisine, puisque généralement c'est dans la cuisine qu'on refait le monde sans langue de bois. Et je te remercie beaucoup aujourd'hui d'avoir rejoint ma cuisine. Bon, je ne suis pas totalement dans la cuisine, je suis plus dans mon salon, mais j'ai une tasse de thé et nous avons une heure à passer ensemble pour philosopher sur la question intéressante qui est la générosité dans le business model. Donc, je vais commencer par te présenter. Donc, je vais m'assurer que toutes les techniques fonctionnent. Hop. Est-ce que je peux faire activer des choses? Excuse-moi, je vais juste dire que je ne peux pas faire la retransmission qu'on me demande. Et je vais commencer par te présenter, puisque donc j'ai le plaisir de travailler avec toi dans le projet qui s'appelle Xcube. Nous sommes tous les deux cofondateurs et qui est un projet qui s'occupe des innovations pour de la culturation des innovations pour les comptes des grands groupes, donc qui est un modèle innovant. Et tu fais plein d'autres choses aussi, puisque tu fais du conseil, tu as une très grande expérience dans le développement des business models innovants. Et aujourd'hui, tu fais aussi du conseil pour les entreprises qui relocalisent leurs activités Tout à fait. et font de l'innovation. On essaye en tout cas. On essaye de les aider en tout cas. Génial. Et donc, je voudrais commencer cette soirée par la question à te poser. C'est que dans les business models, on parle de la création de valeur. Et souvent, la valeur, c'est quelque chose qu'on compte avec l'unité de mesure qui sont les euros et les dollars. Est-ce que, d'après toi, on peut parler de la création de valeur en termes de valeur? Alors justement, c'est un des sujets sur lesquels on essaie de travailler dans le cadre de WisePro, qui est donc le petit collectif sur lequel je travaille pour les histoires de relocalisation, en essayant de substituer ce qu'on appelle communément la chaîne de valeur, donc qui est globalement définie depuis la fin des années 70, derrière Porter et quelques autres auteurs de ce type, comme la chaîne qui permet de s'affranchir de la concurrence, etc., comment est-ce qu'on se différencie. Et nous, on essaie de substituer justement une chaîne des valeurs en remettant un peu plus sur le devant de la scène des questions qui sont liées à la création d'emplois, à l'impact environnemental, à l'impact sociétal, à l'impact territorial. Et on voit que, bon, si on se retrouve en visio, c'est aussi parce que, au-delà du format, c'est aussi parce qu'il y a le confinement. S'il y a le confinement, c'est qu'il y a le coronavirus. Et on voit que ces questions-là de retour à des valeurs plus qu'à de la valeur monétaire ou financière est au cœur de l'actualité, et que tous les gouvernements, tous les décideurs, que ce soit nationaux ou locaux, repensent ces questions-là, à voir si le monde d'après sera vraiment différent du monde d'avant. Ça, c'est la grande inconnue, mais en tout cas, c'est des questions qui aujourd'hui sont vraiment sur le devant de la scène. Ensuite, en interne des entreprises, je vais essayer d'apporter quelques éléments, mais j'ai envie de dire presque malheureusement, c'est souvent plus de l'image ou plus du social washing ou du greenwashing que vraiment une intention première. Je ne sais pas si tu veux poser d'autres questions, mais ça me permet peut-être de faire le lien et d'en venir à ce par quoi je voulais commencer. Je pense que quand on parle de générosité, dans les stratégies d'entreprise ou même plus globalement quand on parle de générosité, je pense qu'il faut, plus que le comment, il faut s'interroger sur le pourquoi.
Toi et moi, on fait des entretiens en ce moment et là, une des premières questions qu'on pose aux gens qui sont des futurs entrepreneurs, c'est pas comment vous allez faire, mais c'est pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. La générosité, je pense que comme toutes les vertus, parce que c'est une vertu, on doit s'interroger sur le pourquoi et avant de s'interroger sur le comment. Et si on revient un petit peu en arrière, on se rend compte que si on prend le cas des États-Unis, la philanthropie, qui n'est pas exactement la même chose que la générosité. Hein. La générosité, c'est un acte vers soi, d'estime de soi, de libre arbitre, d'autonomie de soi-même. On va en reparler tout à l'heure. Là, on rentrera plus dans la philosophie pour le coup. La philanthropie, étymologiquement, c'est aimer les autres, aimer l'homme et pas seulement soi. Donc, mais en tout cas, la tradition philanthropique aux États-Unis, qu'on pourrait assimiler à une forme de générosité, même si elle est très individuée et pas entrepreneuriale, et existe depuis quasiment la naissance des premières entreprises aux États-Unis. En France, on a un autre modèle qui est un double modèle en fait, qui est né à la fin du 19e siècle. Un premier modèle qui était un modèle d'inspiration socialiste, alors le socialisme avant le communisme pour le coup, donc des pré-marxistes, derrière Charles Fourier et quelques autres penseurs de l'émancipation, avec des entreprises autogérées, une large forme de générosité pour le coup, puisqu'il y avait une redistribution totale des richesses. Là, on avait une motivation. Le pourquoi, c'était une motivation essentiellement politique et doctrinale, évidemment. Et puis, dans le même temps, en face, on avait un autre type d'entreprise qui était les entreprises paternalistes, qu'on va retrouver à ce moment-là et encore pendant un bon moment, quasiment jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, dans la métallurgie, la sidérurgie, les forges, la mine, Michelin et typiquement dans les pneus, les pneumatiques, et un modèle de ça, où on a des patrons qui en tout cas fournissent du logement, de l'éducation, du loisir, même de la substantation, même pour manger, etc., à leurs ouvriers et à leurs familles. Là, la motivation, elle est triple, à mon sens, sur ce modèle-là. Il y a une motivation religieuse qui est très forte, puisque les grands patrons de l'époque sont soit des catholiques, soit des protestants. Les catholiques, dans la grande tradition ecclésiologique catholique, les œuvres, c'est quelque chose de très important. On a arrêté d'acheter des indulgences depuis quelques siècles à ce moment-là, mais en tout cas, les œuvres, c'est quelque chose d'important. On achète son salut, en tout cas, on fait en sorte que son salut soit un peu plus facile à obtenir en faisant des œuvres. Par ailleurs, les protestants, eux, dans le même temps, ont aussi une motivation religieuse. On pourrait évidemment se référer à l'excellent et extraordinaire ouvrage de Max Weber, 1904, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où on montre bien que intrinsèquement, depuis la naissance du protestantisme, le fait que les protestants aient un salut qui leur soit offert, ils se doivent d'être responsables par rapport à ça, et donc ils doivent faire le bien autour d'eux. Donc il y a une vraie dimension religieuse. La deuxième motivation, à mon sens, de ces entrepreneurs paternalistes, c'est une motivation que moi je qualifierais de productiviste, à double titre. La première, c'est que donner à manger et donner un logement à ses ouvriers, c'est aussi les mettre un peu mieux. À l'époque, il faut savoir qu'on travaille plus de 50 heures par semaine, les enfants travaillent dès l'âge de 12 ans. Enfin, bon, on est dans des conditions sanitaires qui sont très, très rigoureuses et très difficiles. Et leur offrir un logement, de la santé, etc., c'est une manière de reproduire la main-d'œuvre et de faire en sorte que les ouvriers tombent pas malades trop souvent, meurent pas trop jeunes, que les enfants puissent venir travailler. Donc, c'est très productiviste. Et puis, il y a une autre dimension productiviste qui, elle, a été bien décrite par Frédéric Leplay, qui était lui ingénieur, pas patron, dans tous ses ouvrages, qui est une motivation qui est liée à la loyauté des salariés. On les achète, parce qu'on achète la paix sociale quasiment en leur donnant de quoi se nourrir, de quoi se loger. On retrouvera ça d'ailleurs peut-être, si on en parle, un petit peu plus tard. Et puis la troisième motivation de ces entreprises paternalistes, c'est une motivation politique, puisque la plupart de ces chefs d'entreprise sont aussi soit maires, soit députés, soit sénateurs. Et c'est une manière pour eux d'affaiblir la tension politique ou d'affaiblir la tension sociale en offrant des conditions de vie qui sont assez correctes. Mais ça, on est très loin. Si on vient bien plus proche de nous, j'étais encore il y a 2 jours chez ma boulangère, passage de chat, excusez-moi. Ma boulangère, quand je vais lui acheter une baguette, au bout de 6 baguettes, j'ai une baguette gratuite. C'est ce qu'on appelle en économie, en économie d'entreprise, le taux de générosité. C'est-à-dire qu'au bout de 6 baguettes, j'ai une baguette gratuite, donc la 7e baguette, je ne la paye pas. Donc pour elle perd en marge le 7e des baguettes qu'elle a vendues, et moi je gagne
Donc, en gros, je gagne une baguette quoi, tous les 6. Là, on a une motivation qui est une motivation commerciale, comme une motivation marketing, c'est de la fidélisation. Et ça, on peut le retrouver dans pas mal de modèles de fidélisation. Mais là, on voit que même avec ma boulangère, bah, ça fonctionne plutôt bien. Les gens ne reviennent pas nécessairement chez elle parce qu'elle offre la 7e baguette, mais c'est une manière de fidéliser les gens et de les remercier d'être venus. Il y a une motivation qu'on voit beaucoup apparaître depuis une quinzaine d'années, qui est une motivation purement réglementaire ou d'image, on peut mettre les deux ensemble. La responsabilité sociale et environnementale est quelque chose d'extrêmement maintenant regardé. Il y a des vraies normes en la matière, des réglementations nationales, européennes, internationales. On sait que l'image d'une entreprise est aussi très liée à sa responsabilité sociale et sociétale et environnementale. On voit d'ailleurs que, et de manière assez amusante, les codes de conduite qui ont été définis au niveau de l'ONU et ont été poussés par des entreprises comme Nike ou comme Shell juste après avoir subi des crises d'image très fortes. Nike, désolé, c'est les éboueurs qui passent. Nike sur le travail des enfants et Shell après une grosse catastrophe environnementale. C'est ces mêmes entreprises qui ont poussé à l'adoption de ces codes de conduite internationaux qui n'ont de code que le nom, puisqu'en réalité, il n'y a pas de sanctions derrière et ils ne sont absolument pas contraignants. Donc, ça, c'est la motivation que je qualifierais de réglementaire. Après, il y a une motivation qui… je vais fermer la fenêtre, je reviens. Il y a une motivation, passage de deuxième chat, pardon. Il y a une motivation qui rejoint un petit peu la philanthropie américaine. D'ailleurs, c'est une motivation qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Je vais prendre un exemple, c'est celui de Salesforce. Marc Biroff, quand il crée Salesforce en 1999, très rapidement, il met en place une politique interne de l'entreprise qui s'appelle le 1-1-1. C'est que 1% des profits de l'entreprise vont aller à des entreprises sociales ou à des œuvres caritatives. 1% des produits de Salesforce, donc là, en l'occurrence du logiciel, vont aller équiper des structures qui n'auraient pas les moyens de s'acheter le logiciel en question, donc des associations, des fondations, etc. Et 1% du temps de ces salariés doit être dédié à des œuvres ou à de l'action collective. Ça paraît rien, hein, 1%, ça paraît pas grand-chose, mais 1% de 8 heures, c'est 5 minutes. Donc, par semaine, ça fait 25 minutes. Par mois, ça fait 100 minutes. Par an, ça fait 1200 minutes, c'est-à-dire que ça fait à peu près 20 heures. Il y a 2 jours et demi par an par salarié. Il se trouve qu'il y a 36 000 salariés, je crois, chez Salesforce. 36 000 fois 2,5, ça fait 90 000 heures. 90 000 heures, c'est l'équivalent de 10 ans de travail à temps plein. Donc, c'est quand même un très gros don, si on reste sur le registre de la générosité. Après, il le fait d'une parce qu'il a une forme de responsabilité. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. C'est quelque chose qui est très ancré en lui. Il se trouve qu'après, en interne, la politique interne de RH de Salesforce, il y a des gens qui la critiquent et c'est normal qu'ils le fassent. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour lui, comme on le voit chez Google, par exemple, ou chez d'autres, une manière de même pas motiver ses salariés, mais de garder ses salariés, voire d'attirer des talents. Dans la Silicon Valley, on a vu, il y a une dizaine d'années à peu près, là où tous les développeurs, les jeunes développeurs, les jeunes spécialistes de l'intelligence artificielle, du big data, etc., très recherchés, les profils très scouted, qui allaient traditionnellement chez Google, chez Amazon, chez Facebook parce que ça payait bien, parce que c'était prestigieux, se sont détournés de ces GAFAM pour aller dans des structures plus petites, des startups certes très innovantes, mais beaucoup plus petites, qui ne payaient pas forcément beaucoup plus cher, sinon beaucoup moins, mais dans lesquelles il y avait une véritable volonté d'impact sur la société dans laquelle et l'environnement dans lequel ils évoluaient. On sait qu'en Silicon Valley, c'est le règne des inégalités. Il y a les très très riches et puis il y a les très très pauvres qui sont au service des très très riches quand ils peuvent. Plus personne ne peut habiter en Silicon Valley s'il ne travaille pas dans une startup. Ça est très compliqué. Et donc, on voit qu'il peut y avoir une motivation que moi je qualifierais de managériale. Il y a eu une étude qui a été menée par un professeur de l'INSEAD, un prof de stratégie de l'INSEAD et un professeur de l'université de Bocconi en Italie il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, sur justement ce choix des talents. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en réalité, c'est devenu presque une façon d'attirer les talents et de conserver les talents en son sein.
Donc, là, on est vraiment dans du business model. C'est-à-dire comment moi, en termes managérial, je vais essayer de capter des bons talents en utilisant, entre guillemets, cette forme de générosité. Le problème, mais ça, tu le sais mieux que moi, toi qui coaches beaucoup de gens, c'est qu'en interne, la générosité quotidienne, elle est très peu reconnue. Aider un salarié qui est en difficulté, aller filer un coup de main à un collègue qui est charrette, tout ça est très peu reconnu, voire même parfois on considère que c'est un manque de productivité que d'aller filer un coup de main à son camarade. Il y a un bouquin qui est très intéressant de Norbert Alter, qui est prof à Dauphine, qui s'appelle Donner et prendre, la coopération d'entreprise, qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui explique très bien ça. Pourtant, il y a plein de recherches qui montrent, toi qui es très branché sur l'intelligence émotionnelle et ces choses-là, il y a beaucoup de recherches qui montrent que plus globalement, au-delà même de l'entreprise, un acte de générosité, c'est bon pour la santé. Et que voilà, faire du volontariat, aider les autres, ça réduit le risque d'hypertension artérielle, le taux de mortalité, etc. etc. C'est un vrai truc bien pour la santé. Il y a de l'ocytocine qui sort, etc. C'est vraiment très bien. Et puis, plus globalement, et là, on va en revenir à l'histoire de la philosophie, en choisissant d'être généreux, de faire un acte de générosité, on fait aussi la démonstration qu'on est autonome dans ses décisions et on donne un sens à sa vie et à sa manière de vivre. On se prouve à soi-même qu'on est une meilleure personne, en tout cas qu'on est une bonne personne. Et si on le relie en plus à une cause ou un collectif, bah en plus, on est plus proche des autres. C'est des facteurs qui favorisent traditionnellement le bonheur. On retrouve ça de manière assez intéressante dès le XVIIe siècle chez Descartes. En fait, dans Passion de l'âme, Descartes, quand il est interrogé, enfin, il écrit une lettre et il écrit sur la générosité, il parle de deux choses, il parle d'estime de soi et il parle de libre arbitre. Donc il dit que c'est une vertu, on retrouvera ces éléments-là chez Spinoza dans d'autres cadres, mais l'estime de soi et le libre arbitre. Et c'est là que c'est intéressant parce que une entreprise qui voudrait jouer avec ça, en incitant ses salariés à faire des actes de générosité, etc., probablement se tromperait. Parce que si elle faisait ça, elle aliénerait totalement la sensation d'autonomie de ses propres salariés qui veulent se montrer généreux pour eux-mêmes et pas parce que leur entreprise leur demande. Et c'est intéressant parce qu'on voit arriver aujourd'hui, on a eu pendant très longtemps des incitations financières pour aller faire du mécénat de compétences, etc. Et on voit aujourd'hui, et c'était des primes que les gens recevaient pour eux. Et on voit aujourd'hui des chercheurs qui commencent à essayer de déterminer de nouvelles formes de primes, qui sont des primes, des bonus pro-sociaux, on va dire, et qui sont à mi-chemin entre les primes d'objectifs personnels et des primes collectives, type participation intéressante. Et c'est intéressant parce qu'il y a une prime, chaque salarié a une prime, et il peut au choix soit récompenser un collègue en se disant, bah, lui, il bosse bien ou il fait des trucs bien pour l'entreprise, pour la société, je choisis d'utiliser une part de ma prime, ou utiliser cette prime pour financer des associations ou des fondations. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que le récipiendaire de la prime, il est autonome dans son choix. Et donc, on respecte cette forme d'estime de soi et de libre arbitre qu'on avait déjà chez Descartes. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les décisions qu'ils prennent? Alors, c'est moite-moite. En général, il est deux. Alors, ça devient difficile. Et donner à un autre salarié, ça reste une démarche qui est compliquée. On l'a vu, ça, on le voit sur les gens qui donnent des RTT, par exemple, à des collègues. Mais ça reste compliqué, parce que forcément, c'est bonifier l'autre par rapport à soi. Enfin, pourquoi est-ce que je le donne à lui? Qui je suis pour juger que lui, il le mérite? Enfin, il y a plein de considérants qui sont un peu difficiles. Par contre, mais la plupart du temps, c'est 50-50. C'est encore assez peu répandu. Hein. C'est plus des modèles que des choses qui sont appliquées aujourd'hui en entreprise. Alors, si je suis ton raisonnement, tu dis que la générosité commence par le libre arbitre. Oui. Par une sorte de prise de responsabilité. Je dis je pense parce que je cite des Descartes. Je veux dire je pense quand on parle de Descartes. Je l'ai enterré la semaine dernière avec Dominique Siama. Et donc là, on va le ressusciter Descartes provisoirement avec toi. Donc, si je suis ton raisonnement, tu dis en fait que la personne ne peut être généreuse quand ça vient d'elle et il y a son libre arbitre, sa responsabilité qui participe. Et qu'à partir du moment… La générosité, elle part de là. Ouais. Et qu'à partir du moment… Oui, vas-y, ouais. Oui, la satisfaction d'être généreux. Être généreux, c'est, si on prend la définition du dictionnaire de mémoire, la générosité, au-delà de la noblesse d'âme, c'est le fait de donner plus que ce qu'on pourrait ou recevoir moins que ce qu'on mériterait. Là, donc c'est un acte, c'est un choix. On choisit
de donner plus ou on choisit de recevoir moins. Donc, forcément, il y a une forme de libre arbitre. Et je pense que la reconnaissance de sa propre générosité, la prise de conscience de sa propre générosité et la satisfaction qu'on peut en retirer, elle vient du fait que c'est un choix et c'est du libre arbitre. Alors, est-ce que tu ne crois pas que la générosité s'arrête à partir du moment qu'on commence à la mesurer et la monétiser? Parce que tu dis donc donner plus, donner moins. À partir du moment qu'on introduit les éléments de mesure et ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, et notamment avec la décision sur le bonus, ça devient beaucoup moins l'acte de générosité par nature. Et que Il c'est faut beaucoup bien plus... Ouais. quand je disais, je rappelais la définition qui est donc donner plus que ce qu'on devrait donner. On ne dit pas de combien, on ne mesure pas. On dit juste qu'il y a un référentiel qui est presque un référentiel moral. Je pense que je dois donner tant. Si je donne plus, je considère que c'est de la générosité. Ce qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est que au-delà de ça s'arrête au moment où on commence à compter, c'est qui est-ce qui considère que c'est de la générosité? Est-ce que c'est moi qui vais considérer que toi, tu es généreuse parce que tu donnes? Est-ce que c'est moi qui dois considérer que je suis, moi, généreux parce que je donne ci, je donne ça? C'est là où c'est intéressant. Je ne sais pas comment toi, c'est quoi toi ta jauge de générosité? Tu juges la générosité des autres, la tienne seulement, la générosité du monde? Je dirais, puisque tu me retournes la question, que la générosité, probablement, ça fait partie des notions universelles. Moi, je pense qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs universelles et qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser parce qu'on les connaît quelque part, on les incarne, on les porte en nous et on a presque des mémoires de corps par rapport à ça. Donc, la générosité, ça va avec le don. Donc, on a des grandes formes de dons. Donc, l'amour, par exemple, c'est un don de soi. Et dans les formes de générosité, la générosité pour moi, c'est une forme d'amour. C'est quand on aime, donc en fait, on ne compte pas. On le dit même dans les proverbes. C'est qu'à partir du moment qu'on commence à compter, c'est que l'amour n'est plus là, je pense. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est d'une façon assez dramatique dans les divorces, c'est que les gens, quand ils se mettent ensemble, donc aujourd'hui, il y a un biais déjà d'entrée, c'est que les gens font des contrats. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a un biais, puisqu'on sait qu'au moment donné, il y a un passage douloureux de divorce, et quand on divorce, là, on commence à compter, et quand on commence à compter, quelque part, on va tuer l'amour, même s'il y a d'autres écoles philosophiques et des psychologues qui disent que, en fait, c'est probablement très bien de définir les frontières. Et dans la définition des frontières et dans la notion de contrat social, c'est quelque chose, donc c'est plutôt donnant-donnant. Donc, on va définir qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qu'on met en commun. Et aujourd'hui, le monde de l'entreprise, il est construit beaucoup plus sur cette notion de contrat social, qui aussi est une forme de norme, qui permet de réguler des relations, mais dans lequel la notion de générosité, c'est une notion qui est contractuellement, quelque part, tu vois, c'est quelque chose qui vient en dehors du contrat. Et je pense que c'est toute la difficulté de mettre la générosité dans les modèles économiques, puisque quelque part, quand des choses sont marquées sont déjà dans la pierre ou dans le marbre, hein, c'est quelque chose qui est amené d'une façon complémentaire. Et il y a l'interprétation qui intervient de l'autre. Par exemple, moi, j'ai très envie de mettre quelque chose de plus. Donc, quel est le cadre avec lequel j'amène ça? C'est pas toujours très clair et je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, il est plus, on a la conception, hein, je dis pas que c'est la vérité absolue, il est régi par les règles de fonctionnement de l'entreprise et dans lesquelles la générosité n'a pas toujours été introduite, on n'a pas sa place, on n'est pas très clair. Et comme tu dis, c'est pas très clair. Est-ce que c'est toi qui donnes? Et qu'est-ce que j'en fais? Ou est-ce que c'est moi qui reçois? Est-ce que la générosité commence par le don ou est-ce qu'elle commence aussi par le fait comme tu disais tout à l'heure, la première preuve de générosité, c'est de dire la vérité. C'est de dire les choses d'une façon la plus simple. C'est quelque part, c'est déjà un don de soi parce qu'on prend des risques d'être vrai dans la relation. Et quand on introduit les biais, le manque de générosité, ça commence le jour où on arrête de se dire des choses en face. Quelque part, la générosité, elle vient pas seule, mais elle vient avec d'autres vertus. Et la générosité seule, est-ce qu'elle peut fonctionner? J'ai des doutes. Je pense que c'est ma conception de monde, c'est que la générosité s'inscrit dans le cadre de quelques valeurs universelles sans lesquelles on ne peut pas fonctionner en tant qu'humanité et sans lesquelles on a une sorte de dégradation de ce qu'on est
de la façon dont on vit l'existence, de la façon aussi, tu parlais tout à l'heure de la santé, dont on dégrade notre santé et j'introduirais le mot peut-être longévité ou sénilité. En fait, la qualité et la durée de vie que nous avons en commun, puisqu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que je donne ou est-ce que je ne donne pas? On réfléchit beaucoup là-dessus, on déploie l'énergie, on déploie beaucoup d'énergie dans des négociations de cette nature qui, dans le monde de l'entreprise, tu disais tout à l'heure, en interne, ce sont des négociations qui existent réellement entre des gens qui négocient. Est-ce que moi, je dois faire ça? Okay, parce que ce n'est pas dans ma charte de poste. Et la charte de poste, elle est censée à faciliter, à créer le cadre. Et donc là, on introduit d'une façon implicite les biais par rapport à cette générosité parce qu'on introduit des règles de générosité. Dans le cas de l'entreprise, on dit ta générosité c'est tant et en contrepartie tu reçois tant. Donc, et bien sûr, il y a des tentatives de réintroduire la générosité aujourd'hui au cœur de l'entreprise. Donc, tu as évoqué plusieurs. Je voudrais revenir éventuellement et avoir aussi ton avis sur une forme de générosité aujourd'hui des entreprises qui créent des NGO, des organisations non gouvernementales, des associations qui font des dons, donc en fait qui profitent de la puissance de frappe économique de l'entreprise pour investir l'argent dans des activités de philanthropie. Et aussi le business model que j'ai vu, qui existe, c'est que les associations en fait investissent dans les entreprises pour avoir des entreprises en tant qu'outil pour avoir la capacité de productive de donner par ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces deux modèles-là, d'utiliser la philanthropie comme une forme de générosité dans le monde de l'entreprise? Alors, je vais répondre, c'est dommage, j'aurais bien répondu sur la relation entre l'amour et la générosité, puisque Un petit peu. je vais commencer par ça. Alors, il y a un proverbe qui dit on peut donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Euh, pour autant, la générosité, il n'y a pas nécessairement d'amour. On peut donner sans aimer quand on est généreux. C'est quand même le principe. Et c'est ce qui fait qu'à mon sens, la générosité est quand même une vertu rare et très ambiguë en réalité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans l'Antiquité, le mot n'existe pas ni chez les Grecs ni chez les Romains. On ne parle pas de générosité, on parle de magnanimité. La générosité est définie beaucoup plus tard, générositas en latin, comme étant un peu à la croisée entre la magnanimité et une forme de libéralité. Mais on est très loin de l'amour en réalité. Spinoza reprendra ça plus tard en expliquant que la vertu de l'âme se divise en deux. Il y a la générosité et la fermeté. Et lui, il associe ces deux mots-là. Donc, on est encore une fois assez loin de l'amour. Moi, en tout cas, après, c'est une vision en tout cas, que moi, je peux porter. C'est que la générosité, c'est vraiment une forme de liberté. C'est-à-dire que c'est ce savoir libre de bien agir et de se vouloir agir comme tel. Et pour ça, je sais que toi, ça va te bousculer un peu, mais ça veut dire pas être prisonnier de ses affects, pas être prisonnier de soi, être maître de ses passions, de ses désirs, de ses jalousies, etc. Être presque libéré de soi et de ses lâchetés, de ses possessions, etc. C'est mettre tout ça de côté et qu'être généreux. Et c'est sûr qu'on aimerait bien préférer l'amour à la générosité, parce que évidemment l'amour vrai, évangélique, je ne sais pas comment on peut dire, supprimerait même la notion de générosité. Mais l'amour, ça échappe au libre choix. Ça ne se commande pas à la générosité, oui, c'est la raison qui commande le fait qu'on est généreux. Donc moi, je suis presque plus généreux je pense que c'est beaucoup plus délibéré, beaucoup plus engageant presque d'être généreux que d'être amoureux. Mais très important d'être amoureux. Je suis même très amoureux, mais la Donc, c'est un générosité. amour très rationnel. Tu introduis la La volonté, la générosité, cognition. c'est un choix très rationaliste pour moi. Mhm. Sur la question que tu posais, le charity business, puisqu'on peut qualifier ça rapidement de charity business, c'est un modèle qui existe depuis pas mal de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'incitations qui sont d'ordre très éloigné de la générosité, pour le coup. On a des entreprises qui ont besoin de se racheter. Voilà, moi, je travaillais pendant un temps dans une entreprise de l'économie sociale, qui est en B Corp aux États-Unis.
un de nos principaux fournisseurs, enfin en tout cas financiers, via leur fondation, étaient des boîtes dont on sait qu'elles ne sont pas très vertueuses. Enfin, voilà, je ne peux pas citer le nom de grands pétroliers français, mais enfin, pour le coup, ils ont des fondations qui dépensent beaucoup d'argent, qui sont par ailleurs largement défiscalisées, puisqu'on a beaucoup incité fiscalement les entreprises à faire des fondations. On voit bien qu'il y a une grande capacité à essayer de faire voilà, du ripollinage sur des actions, même parfois sur les mêmes territoires. En Afrique, il y a des entreprises, pas seulement françaises, hein, qui détruisent la forêt, qui polluent les rivières, qui assèchent totalement les sources d'eau des villages, mais qui, dans le même temps, vont afficher que via leur fondation, ils font de la scolarisation ou de la vaccination, etc. Donc, pour moi, c'est la motivation, parce que c'était quand même ça. Dès lors que je dis que c'est un choix, il faut interroger la motivation. Je reste cohérent dans mon propos. La motivation, elle est avant tout une motivation d'image. C'est pour moi pas de la générosité, c'est du charity business. Ça reste du business au service du business en tout cas. Après, on est très proche de la philanthropie quand on parle des Américains. Si on prend l'exemple le plus évident de fondation qui n'appartient pas à une entreprise, mais voilà, la fondation Bill and Melinda Gates, pour le coup, ça dépense énormément d'argent. Jamais personne n'avait donné autant d'argent, etc., que Bill Gates avant 44 ans. Etc. Après, Microsoft en retire assez peu de bien fait de la fondation. Après, on peut sûrement interroger ce que fait la fondation Bill and Melinda Gates, parce qu'il y a pas mal de champs qui sont assez obscurs. Mais là, c'est plus, je pense, de la satisfaction personnelle de Bill Gates. Il faut se souvenir qu'il monte la fondation Bill and Melinda Gates juste après le grand procès qu'a Microsoft. Et il commence à lâcher doucement les rênes de Microsoft et il décide de faire autre chose. Enfin, là, c'est presque une motivation qui est une motivation pas de petit garçon fâché, quoi. Enfin, ah bah, je vais faire mes trucs à moi, personne ne va venir pouvoir regarder. Et à la fin, je pourrais dire que je donne plus d'argent que l'OMS pour la lutte contre le paludisme, ce qui est le cas, on le pense. Mais voilà, il y a un côté un peu, ouais, je trouve un petit peu personnel et un petit peu. Je sais pas quand j'arrive pas à trouver un mot qui me plaît, je n'ai pas envie d'être trop méchant avec Bill Gates. Mais après, dans l'autre sens, ça reste rare. Les associations qui prennent des parts dans les sociétés, c'est plus compliqué. On a beaucoup d'entreprises, d'associations qui essayent de prendre des parts pour essayer d'exister dans les conseils d'administration. Après, il y a moi, j'ai pas de modèle. Si tu en as, je suis preneur d'exemples, mais j'ai pas de modèle où les associations prennent le pouvoir dans les entreprises, ce qui est quand même relativement rare, à mon sens. Pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à émerger, puisque, enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un retour de bâton et que aujourd'hui, comme tu disais, surtout là avec la crise actuelle, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la société qui est régie, qu'il y a un manque de générosité. Oui, Et je pense que le manque de générosité, c'est le constat quand même sur lequel on est à peu près tous d'accord, mais pas uniquement de manque de générosité, mais d'autres valeurs fondamentales qui sont l'authenticité, la sincérité, la capacité de parler vrai, la liberté aussi personnelle, puisque souvent on a le sentiment de ne pas pouvoir être libre et faire des choix, notamment maintenant. Je lisais hier dans les groupes de chat des amis, ceux qui disaient j'en ai marre de mon boulot, j'ai passé 2 mois en confinement, donc maintenant j'ai la boule au ventre pour retourner travailler parce que tellement je déteste ce que je fais. Donc je me disais, elle est où la liberté de choisir? Elle est aussi, pourquoi est-ce que les personnes acceptent pendant des années ces situations? Et pourquoi est-ce que ces situations sont acceptées? Donc aussi, c'est par l'idée qu'on est en manque de choix. Et quand on est en manque de choix, forcément, bah, ça a des conséquences aussi sur la générosité. C'est qu'on est dans le royaume des miroirs qui se reflètent les uns dans les autres. Et à partir de là, il n'y a plus rien de vrai. Et comme tu disais tout à l'heure, donc la générosité qui est réintroduite dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas toujours d'une façon totalement généreuse, c'est-à-dire totalement dans le don de soi et pas intéressé. Et est-ce que la générosité intéressée, est-ce que ça reste de la générosité ou est-ce que ça reste un outil au profit de l'image? Donc, et Ouais. là, ouais. Et donc, et là, quand on fait ça, certes, donc L'intérêt de voilà. la générosité, alors là, je vais abandonner Descartes quelques instants
et je vais plutôt aller chez Comte Sponville. Mais l'intérêt de la générosité, Comte Sponville explique que la générosité, c'est une vertu plurielle. Parce qu'elle peut exister en soi, mais elle n'est pas simple à gérer en soi. C'est pas un truc facile. Par contre, elle peut s'associer avec d'autres vertus et en donner une troisième. Et donc, il cite quelques associations qui sont intéressantes. Donc, il explique par exemple que la générosité, si on l'adjoint au courage, ça donne l'héroïsme. Que la générosité, si on l'adjoint à la justice, ça donne l'équité. Que la générosité, si on l'adjoint à la compassion, ça devient la bienveillance. Et que la générosité, si on l'adjoint à la miséricorde, ça devient de l'indulgence. Et ce que lui considère comme le plus beau, c'est de joindre la générosité et la douceur, et tout ça devient la bonté. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant pour les gens qui sont en recherche, on appelle maintenant de manière un peu vulgaire et un peu vulgaire au sens où on l'utilise partout, hein. La quête de sens. Donc, j'ai une quête de sens dans mon travail. Les gens oubliant que travail, ça vient quand même de tripalium en latin, qui veut dire le pal, hein, c'est quand même une torture. Donc, voilà, ils oublient les types. Ils disent, je peux trouver une réalisation dans mon travail, j'ai du sens dans mon travail. C'est peut-être que de ne pas s'arrêter à la notion de générosité, mais essayer de lui adjoindre une autre vertu et de se dire, peut-être que mon travail, si j'ai l'impression que mon travail, il apporte de l'équité, et ça veut dire que j'aurais mis en œuvre de la justice et de la générosité. Je pourrais trouver mon compte en créant de l'équité. Si dans mon travail, j'arrive à être bienveillant, c'est que j'ai réussi à mettre en œuvre à la fois de la générosité et de la compassion. C'est-à-dire qu'utiliser la générosité toute seule, je pense que c'est compliqué dans un cadre professionnel. Parce que quand tu m'as proposé le thème, mettre ensemble générosité et business, bon, a priori, on fait difficilement plus antinomique que une dimension qui est celle de l'entreprise où le but, c'est quand même de faire des profits et d'être rentable. Et puis la générosité où on est, comme tu le disais tout à l'heure, dans le don de soi et dans le don gratuit, entre guillemets, en tout cas, une forme de supplément d'âme par rapport à ce que l'être humain doit faire. Enfin, un luxe presque. Voilà, la générosité, ça dépasse la loi humaine. C'est ce que tu disais juste tout à l'heure. Oui, je ne sais pas si ça dépasse la loi humaine, mais je pense que c'est au cœur de quelque chose qu'on appelle la vie. Parce que la vie, à la base, même physiologiquement ou biologiquement, c'est un don de quelque chose. Donc, Ouais. c'est de cette façon-là qu'on se reproduit. Si on ne donne rien, donc en fait, il n'y a rien dans la nature. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas toute la notion physique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec rien, on peut créer quelque chose? Je ne suis pas certaine jusqu'ici. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est comment dire, cette générosité et que je vais quand même ramener à l'amour, parce que je vais te redonner une autre définition de l'amour, qui est celle d'Edgar Morin, qui disait que l'amour, c'est une combinaison subtile de la sagesse mélangée à la folie. Donc, Joliment. que j'aime beaucoup parce que donc en fait on va retrouver plusieurs idées que tu as exprimées tout à l'heure dans la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de construire d'une façon complètement responsable, rationnelle, sur l'expérience, sur la connaissance, sur des choses qu'on a intégrées, qu'on a assimilées, et que évidemment on a le libre arbitre de savoir mettre en rapport avec les situations qu'on est en train de vivre, parce que le passé ne renseigne pas sur l'avenir. C'est les choix qu'on va faire en fonction de ça. Donc là-dessus, la sagesse, la capacité de discernement, de discerner ce qui est ici et maintenant, ce qui est applicable à partir de toute une multitude d'éléments qui vont jouer. Donc en ayant la conscience de soi, en ayant la conscience des autres, en ayant la conscience de l'environnement, en ayant la conscience du bien, quelque part global, de l'intérêt général. Donc, on va construire quelque chose en tenant compte aussi de notre propre place quelque part dans cette grande structure qui est l'humanité, mais aussi avec ce supplément de la folie qui est malgré toutes les raisons objectives ou subjectives, peu importe, en tout cas ce que notre cognition va nous produire d'une façon rationnelle, c'est qu'on va quand même challenger le bon sens, on va challenger nos limites et on va toujours essayer de progresser. Et c'est là, je pense que dans les deux cas, donc en fait, on a besoin d'une certaine générosité à la fois dans la sagesse et dans la folie, et que cette combinaison subtile, qui est l'amour, donc va donner ce supplément d'âme, ce quelque chose qui va nous mettre en mouvement, parce que sinon, c'est pas la vie, c'est la survie.
Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la survie et qui se rendent compte aujourd'hui avec la crise, c'est celles qui souffrent le plus, c'est celles, enfin je dis pas, je parle pas des secteurs qui sont complètement sinistrés, mais plutôt les entreprises qui sont dans les secteurs qui sont pas plus affectés que d'autres, qui se voient les premières s'écrouler comme les châteaux de cartes. C'est des boîtes qui sont depuis des années dans le mode survie parce qu'ils se battent. Ils se battent quoi pour la part de marché, ils se battent pour un client. C'est le combat quotidien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de supplément d'âme. Il n'y a probablement pas tu disais, la raison d'être, le why, le pourquoi. C'est quoi la grande raison? Pourquoi je me bats? Pour qui je me bats? Est-ce que je me bats pour moi-même? Est-ce que je me bats pour les autres? Euh, que tout ça étant perdu, donc en fait, il n'y a plus de générosité dans ça. Et quand tu n'as pas la générosité, tu es en mode survie. Bah, définitivement aussi, si tu es en mode survie sur ton marché, tu es en mode un peu survie à l'intérieur de l'entreprise. Les gens vont se battre, qui est-ce qui a plus de primes? Les gens vont se battre, qui est-ce qui a les meilleurs bureaux? Les gens vont se battre, qui est-ce qui a la place à côté de la fenêtre dans les bureaux? Donc du coup, cette logique de survie, à partir du moment qu'il n'y a pas de générosité, et à partir du moment qu'on pense qu'il n'y a pas de générosité, parce qu'on peut, à partir de là, projeter sur le monde, en se disant, le monde, il est difficile. Dans le monde, il n'y a rien qui est gratuit. Il faut se battre pour tout. Donc ça impacte la vision du monde, et ça engendre la conséquence des actes, des décisions qu'on prend, les façons d'agir, les histoires qu'on va se raconter les uns aux autres, qu'on va raconter à nos enfants aussi, qui, confrontés à la réalité, donc vont venir avec une idée, bah, c'est comme ça que ça se passe, et on ne peut pas être généreux. Très intéressant, je vais prendre l'exemple de mon fils. Mon fils qui est en deuxième année de la fac, donc la première année, il a été allé suivre le cursus d'étudiant entrepreneur. Et donc, dans ce cursus d'étudiant entrepreneur, donc ça amène un statut, c'est un peu comme dans un incubateur ou accélérateur, tu as des cours sur comment est-ce que tu construis ton projet d'entreprise avec les vrais profs, avec les vrais entrepreneurs qui partagent leur expérience. Et donc, je voyais au fur et à mesure qu'il avait ses cours, tu vois, il y avait de la générosité qui disparaissait un peu parce qu'il était de plus en plus anxieux, okay, que le fait de construire son projet entrepreneurial. Donc, en fait, ça allait être une grande bagarre pour avoir la place sous le soleil. Et donc, je me dis que et là, je vais te poser la question aussi, sur aujourd'hui, dans l'enseignement, puisque donc, toi et moi, on enseigne aux entrepreneurs et à d'autres personnes l'art de construire des business models, leur business plan et puis de lancer les entreprises. Où est ce moment? Dans quelle partie? Okay, par lequel il faudrait qu'on réintroduise un peu plus de cette générosité, un peu plus d'amour, un peu plus de supplément d'âme. Par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce qu'on finit? Est-ce qu'on supprime les cours de finance? Ou est-ce qu'on remet de la générosité dans les cours de finance? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les seuls endroits où on parle de générosité, c'est, alors toi qui intervient beaucoup à HEC, c'est dans les chaires d'entrepreneuriat social, pour le coup. Mais pas de la manière dont tu l'abordes toi, en disant c'est de l'amour, ça doit être quelque chose d'affectif, etc. La générosité est quelque chose d'éminemment affectif, pour le coup. Plus que la justice, par exemple, qui est quelque chose de beaucoup plus raisonné. On l'apprend comme modèle, on l'apprend comme levier, quoi, et comme responsabilité, mais on l'intériorise et on la moralise toujours et encore, on la rationalise. Aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait, je sais pas, il faudrait leur faire, faudrait qu'ils fassent des choses gratuites en dehors de, ouais, je sais pas, c'est une bonne question. En Israël, il y a une formation comme ça où ils prennent des gens qui viennent un peu de nulle part et c'est une académie du leadership. Je sais pas si tu as déjà croisé ça dans ta agrégation. Et donc, on leur fait faire plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le fait d'être soit un leader tel qu'on peut l'entendre à Sciences Po, HEC, ESCP, ou je ne sais où, Polytechnique et autres. C'est-à-dire qu'on leur fait faire de la randonnée, on leur fait faire, alors ils font pas mal ils vont ramasser des papiers, machin, tout ça, un peu comme des bons Boy Scouts, mais on leur fait faire plein d'autres trucs, du sport, de la culture, en définitive, on leur fait faire des humanités et puis des exercices sportifs et des actions pour les autres, collectives,
mais très peu de cours magistraux en réalité sur c'est quoi la finance, etc. Il n'empêche que les gens qui sortent de là, bah, c'est des vrais leaders, quoi, pour le coup. Nous qui cherchons en permanence des entrepreneurs, pour vraiment savoir ce que c'est que des entrepreneurs autotractés, tout ce qu'on veut là. En fait, ce dont on aurait probablement besoin, c'est de leaders, hein. C'est-à-dire de gens qui ont conscience de leurs responsabilités en tant que leaders. Et donc qui reviendraient au-delà de ce qu'on peut leur apprendre à l'école de commerce ou à la fac, aux premières vertus cardinales ou théologales, la prudence, la tempérance, la force, mais aussi la justice, et puis qui mettrait un peu d'affect dans tout ça avec de la générosité probablement ou de l'amour. Mais c'est assez drôle parce que là, moi, tu le sais, j'ai beaucoup fréquenté le monde politique et bon, la générosité, c'est pas un truc qui est très très courant en politique. On fait rarement les choses gratuitement. À part un engagement qui, lui, est éminemment généreux. En interne du monde politique, la générosité n'est pas quelque chose de très répandu, mais par contre, je pense que l'acte de militantisme politique et d'engagement politique est un véritable acte de générosité. L'amour est peu présent. Et si on se souvient, alors c'est pas forcément ma tasse de thé, mais quand Ségolène Royal avait eu le malheur de dire à un meeting « Aimez-vous les uns les autres », tout le monde s'était moqué d'elle. Alors qu'en réalité, c'était peut-être mal dit, c'était peut-être pas le bon moment, mais il n'empêche que ce sera un joli credo politique en réalité, puisque c'est quand même ce qu'on demande, ce qu'on attend de cette société, c'est que les gens s'aiment plus. Et on voit d'ailleurs que pendant cette crise de coronavirus, il y a des réflexes de solidarité qui se font jour et de générosité. Si on prend, c'est intéressant de voir d'ailleurs, je vais avec le sujet, comme ça je ne m'éloigne pas trop. Il se trouve que moi, j'ai pas mal soutenu et poussé un groupe de makers qui a beaucoup bossé sur les visières. J'ai beaucoup relayé leurs appels, j'ai essayé de diffuser ça dans tous les territoires. C'est un truc qui a très bien marché. Donc, ils fabriquaient juste des visières, tout ça. Pas des masques. Ils vivaient sur des imprimantes 3D chez eux. Plein de gens ont aidé partout en France, à des dizaines de milliers de visières qui ont été faites. Et il y a des petits malins derrière qui ont fait la même chose, mais avec des entreprises, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais rentrer dans ce mouvement collectif de solidarité gratuite, de générosité, je vais faire la même chose, mais je vais les vendre, quoi. Et c'était très intéressant. Alors moi, ça ne m'a pas étonné, parce que je me suis dit forcément, vu qu'il y a des besoins, il va y avoir des gens qui vont vouloir faire du profit, ça paraît normal. Mais ce qui était très intéressant, c'était la réaction dans le groupe de makers. Les types étaient effarés en disant mais comment c'est possible de faire ça, etc. Et en fait, il reste peut-être, j'espère en tout cas, cette forme de candeur et de se dire on peut faire des trucs gratuitement et on peut surtout s'indigner quand les choses ne sont pas faites gratuitement alors qu'elles pourraient l'être, de manière généreuse. Et tu citais Edgar Morin tout à l'heure. Si on prend un de ses grands amis, Stéphane Hessel, pour ne pas le nommer, quand il disait « indignez-vous », son bouquin a très bien marché. Alors, je pense que la nouvelle génération, nos enfants, pas exactement le même âge, mais je pense qu'ils sont traversés, alors moi, mes filles peut-être encore plus parce qu'elles sont plus jeunes, mais sur ces questions d'indignation, elles s'indignent beaucoup. Alors, pas seulement si c'est des ados, mais elles s'indignent beaucoup sur le climat, etc. Enfin bref, sur les injustices, machin. Mais s'indigner contre l'absence de générosité, c'est déjà une forme d'engagement et déjà une forme de générosité. Et je pense qu'on parlait des entreprises tout à l'heure. Les collaborateurs qui décident de quitter leur entreprise ou qui font des choix de carrière en se disant je vais aller plutôt dans cette entreprise-là, c'est une forme d'indignation contre la manière dont leur entreprise se comporte. Et je pense qu'au-delà de la question de la réglementation, de l'image, etc., une pression interne des salariés dans une entreprise peut aussi faire bouger les lignes quant à la politique généreuse ou pas d'une entreprise. Le problème, c'est que la démocratie d'entreprise, c'est quelque chose qui reste quand même très encadré et très édulcoré par rapport à ce que ça pourrait être. Mais je pense que cette pression managériale de perte des talents, de fuite des talents, de difficultés, et on le voit, nous, au quotidien, en ce moment, Victoria, c'est un enjeu majeur pour les grandes entreprises que de conserver leurs talents et d'essayer de les faire grandir, etc. Et je pense que c'est peut-être par ce biais-là qu'on arrivera à remettre de la générosité. Alors, elle sera toujours, c'est une sorte d'égoïsme de l'entreprise, une forme d'égoïsme bien maîtrisée, quoi. Mais il y aura toujours un intérêt derrière. Mais peut-être que ça va permettre de bouger un peu les choses. Merci Nicolas. Je vais te lire une question qui nous est posée par Philippe,
qui nous demande, pensez-vous que les temps à venir vont nuire à la générosité en raison d'un repli sur soi dû aux difficultés économiques? Vont nuire à la générosité, il y a un mot qui m'a Je vais te le relire. Pensez-vous que les temps à venir vont nuire à la générosité en raison d'un repli sur soi dû aux difficultés économiques ou au contraire, la crise va booster cette générosité / solidarité? C'est des questions intéressantes. Moi, j'ai ma réponse, mais j'ai tendance à penser que les formes de solidarité évoluent pour le coup. Je, je pense que le niveau micro-local commence à devenir un vrai réservoir de solidarité. Là, on l'a vu avec le confinement de manière assez marquante sur un sujet, deux sujets, moi, qui m'ont vraiment frappé, au-delà des drames, etc. Mais de gens qui se sont réappropriés des choses qu'ils avaient oubliées ou en tout cas qu'on avait laissées de côté. C'est les gens qui ont fait du pain. Donc, je ne sais pas si tu as fait du pain, Victoria, mais énormément de gens se sont mis à faire du pain et à se transmettre des recettes de pain. Moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça, etc. Et c'est le jardinage. Tout le monde s'est remis au jardinage de près ou de loin parce que le temps s'y prêtait, parce qu'on avait le temps, etc. Le retour à la terre est quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est des solidarités qui peuvent à un moment devenir collectives, pour le coup. Et c'est des intérêts qui peuvent. Les difficultés, c'est aussi la subsistance. Une des grandes questions qui a été posée par le coronavirus, c'est la souveraineté, la fameuse souveraineté économique, énergétique, mais aussi souveraineté alimentaire. En l'occurrence, la question s'est posée à un moment. Il se trouve qu'on n'est pas arrivé jusque-là, mais la question s'est posée. La preuve, tout le monde s'est rué sur les pâtes, la farine, pour faire du pain. Mais les gens sont un peu accaparés. Il n'empêche que je pense que sur ces questions-là, par exemple, il y a des vrais, on le voit avec les jardins collectifs, on le voit, les gens aiment faire des choses ensemble. Enfin, après, la vraie question, c'est pas est-ce que, c'est une vraie question que pose Philippe, mais le repli sur soi, c'est quelque chose qui existe, on le voit, le nationalisme, la différence à l'autre, etc. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'à un moment, ça va faire effet de levier, quoi. C'était tout l'enjeu du film Demain, que tu as probablement vu, Annie Laurent et son compagnon. Qui pointait des petites initiatives qui, si elles passaient à un niveau supérieur, pourraient changer le monde. La vraie question, c'est pas est-ce qu'elles pourraient changer le monde, c'est est-ce qu'elles pourront passer à l'étape supérieure. Et genre, je fais un parallèle rapide et pas forcément très, très glorieux, mais avec l'économie, mais c'est une startup, est-ce qu'elle peut devenir scale-up ou est-ce qu'elle reste startup? Est-ce qu'une startup peut devenir licorne ou est-ce qu'elle reste startup? Moi, je ne suis pas un fanatique des licornes, loin de là. C'est un modèle qui est très, très, très contestable. Mais moi, je serais très content qu'il y ait plein de petites startups qui fassent bien leur travail dans leur coin et qu'on multiplie les initiatives. Ça ne me poserait pas de problème. Mais le fait est que Google change le monde. Google domine le monde. Amazon domine le monde. Avec des valeurs qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas des valeurs de générosité, qui ne sont pas des valeurs vertueuses, probablement. Mais c'est eux qui gagnent, quoi. Et donc, la vraie question que je me pose, c'est moi, je pense que les gens sont je ne vais pas faire mon rousseauiste de base, mais je pense que par nature, les gens sont plutôt enclins à aller vers l'autre et à faire des choses ensemble. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Enfin, est-ce qu'il ne manque pas un effet de cliquet pour passer à l'étape supérieure, quoi? On le voit, hein, à l'échelle d'une ville, ça peut suffire. Si on prend Detroit, c'était une ville sinistrée, industriellement, tout ce qu'on veut. Il y a eu un effort considérable de la part des autorités pour remettre du lien social, pour faire de la production en commun, notamment agroalimentaire, etc. Aujourd'hui, Detroit, ça reste une ville pauvre, mais il n'empêche que les gens sont plutôt contents de faire des choses ensemble, quoi. Et ça a changé l'image de la ville, ça a changé l'ambiance dans la ville, etc. Donc, peut-être que l'échelle, ce n'est pas le monde, peut-être que l'échelle, ce n'est pas un pays, peut-être que ce n'est même pas une région, mais il y a en tout cas une échelle communautaire à trouver, un échelon communautaire à trouver, où ces solidarités peuvent changer vraiment les choses. À mon sens, le combat n'est pas perdu, quoi, du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je pense que c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que la chose qui est décisive ici, c'est la capacité des gens à prendre du leadership. À prendre du leadership, continuer à vivre dans cette solidarité, dans ce partage. Et je trouvais que c'était absolument formidable. Donc, la crise l'a montré qu'on était capable de le faire. Parce qu'il y a un grand élan de solidarité. Et je dirais que même presque tout à fait naturellement, sans se poser de questions.
Donc, Ouais. ce qui me fait penser, c'est que c'est quelque chose que profondément, c'est pour ça que c'est une valeur universelle qu'on a profondément au fond de nous. Et on sait, quand on est dos au mur, comme disait Darwin, survivre ensemble, c'est pas uniquement s'adapter, mais aussi de collaborer. Donc, quelque part, cette générosité, collaboration, c'est au cœur même de la vie. Mais derrière ça, sans le leadership, donc sans les gens qui prennent les responsabilités, et quelque part, c'est une question de politique aussi, donc de promouvoir ça au sein de la société, au sein des entreprises. Donc, bien sûr, sans ça, c'est probablement, on va retourner dans une espèce de modus vivendi qui est assis aujourd'hui sur ses idées. Donc là, Mm. pour finir, je vais te citer Balzac qui disait que les gens généreux font de mauvais commerçants. Donc, et aujourd'hui, Ma boulangère, tu vois. voilà, il avait exprimé un peu l'idée autour de laquelle on tourne en rond parce que je pense que les gens qui viennent faire du business, c'est des gens qui ont ces motivations de générosité, mais qui deviennent esclaves d'un certain nombre d'idées reçues parce que c'est un système, c'est tout un système qui fonctionne de cette façon-là. Et qu'au moment donné, c'est pour sortir du système, il faut qu'on commence à construire un autre système. Et donc, comme le système qui existe en place, c'est un système qui fonctionne, qui est totalement puissant, qui est partagé par beaucoup de gens, parce que donc on n'a pas d'alternative, on n'a pas vu jusqu'ici l'alternative. Alors qu'aujourd'hui, on commence à voir l'alternative. Donc, probablement, c'est un moment où on peut, peut-être pas radicalement, mais en tout cas, commencer à changer les choses. Et aussi, probablement, c'est que donc du global vers le local, on va du local vers le global. Et les initiatives locales, c'est celles qui sont les plus facilement aujourd'hui implémentables, qu'on peut mettre en place autour de soi, qu'elles soient. Commencer à planter des tomates et puis partager avec les voisins. Donc ça, c'est un de mes projets. Après le confinement, je n'ai pas Non, mais encore réussi à… il Ouais, ne faut pas attendre, quoi. ouais, Puisque tu faisais des citations, moi j'aime aussi bien les citations. Et Camus, dans L'Homme révolté, il disait que la vraie générosité envers l'avenir, ça consistait à tout donner au présent. ouais. Et je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que la générosité, ça reste un acte. Et agir, ça reste, à mon avis, le principal moteur de changement. C'est bien de réfléchir, c'est bien de se poser des questions, mais au moins, il faut faire. Hum, Et l'avantage du local, c'est que c'est plus facile de faire. Là où c'est plus difficile, c'est de transformer cette action locale en action plus globale. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, la question du hum. leadership est intéressante, même si il faudrait commencer à réfléchir à un leadership plus partagé, quoi. Parce que tu parlais d'idées reçues. L'idée reçue, c'est aussi que le leadership ne se partage pas et qu'il doit y avoir un chef. Et on voit dans les entreprises coopératives, hein, pour le coup, il y en a qui réussissent très bien en termes de business, et pour autant, il y a une forme de démocratie, de partage de leadership qui est plus vertueux, ou en tout cas plus partagé en leur sein. Et donc, il y a aussi des modèles à réinventer. Ce n'est pas seulement des actes, c'est aussi des modèles. Là où tu as raison, c'est que on a l'impression que le monde il marche bien, mais en fait, il marche bien pour quelques-uns, il marche très mal pour beaucoup d'autres, et qui marche mal pour la planète, et il marche mal pour nos enfants. Donc, changer le monde, c'est peut-être changer aussi la structure. C'est bien d'agir, mais il faut aussi changer la structure. Et on a besoin de générosité, de don de soi Ouais, pour aller transformer ces choses. probablement, hein, pour en reboucler avec le sujet de départ. Mm, De générosité, c'est sûr, en tout cas. mm. Enfin, à mon avis. De générosité, de responsabilité, de courage, de liberté aussi, D'accord. euh, d'humilité aussi. Et puis, donc, probablement, je me dis que la crise, elle nous a confrontés avec l'image de nous qui est l'image beaucoup plus juste, mais qui n'est pas un reflet du reflet dans un autre miroir, mais qui est juste avec ce vide et ce silence qu'on a eu autour de nous, on a eu la possibilité de voir des choses beaucoup plus clairement. Et que j'espère qu'avec cette regain, en tout cas de lucidité, on va avoir le regain de générosité et puis d'autres vertus pour construire ou pour reconstruire en tout cas le monde meilleur et plus équitable pour tous. Complètement. Alors, pour moi, si je dois conclure, Hein. c'est que je pense qu'on est beaucoup plus facilement généreux quand on a le temps. Et une des vertus, si on doit en trouver une à toute chose malheur et bon de ce confinement, c'est que les gens ont retrouvé du temps pour eux, pour leur famille, pour leurs loisirs, le jardinage, le peintre, mais aussi pour faire des choses pour les autres. Et je pense que
s'il y a une des choses qu'on doit modifier dans le monde de demain, et aussi dans les entreprises, et c'est intéressant de voir, hein, on en reparlera de toute façon, c'est sûr, tous les deux, mais la question du télétravail, etc., va se reposer totalement différemment dans le monde d'après que dans celui qu'on a vécu. C'est que je pense qu'il faut redonner du temps au temps et du temps aux gens. Voilà, c'est que on vit dans un monde de l'instantanéité où il faut aller vite. Il faut une startup qui ne devient pas scale-up en 1 an et demi. On la jette à la poubelle parce qu'on considère qu'elle n'est pas allée assez vite. Il faut aller vite, toujours vite. La générosité, c'est aussi une affaire de temps. Voilà, parce qu'il faut le temps de se poser, il faut le temps de réfléchir, il faut le temps de décider, le temps d'agir, et puis il faut le temps de faire. Donc, s'il y a un truc à changer, je pense que c'est le temps. Voilà, le rapport au temps, à mon sens. Et donc, on a trouvé l'unité de mesure pour la générosité. Peut-être le temps, après, ouais, c'est possible. Et tu vois, on finit par le temps et on arrive à la fin de notre temps, ça tombe plutôt bien. Donc, en tout cas, bravo pour cette ponctualité et merci beaucoup pour cette discussion passionnante. C'est très intéressant. C'est quoi les prochains rendez-vous de ton Kitchen philosophie dans la cuisine? Ben, on a les prochains rendez-vous. On va parler donc avec mon associé Philippe Sant. On va inviter quelqu'un qui va nous parler de la violence dans la religion, qui va être un débat très intéressant. Puis on a quelques autres sujets aussi passionnants qu'on va annoncer d'ici dans quelques jours. Donc avec les invités qui sont des libres penseurs, et c'est les raisons d'être de cette série. C'est qu'on a décidé aussi que c'était un acte de générosité de donner du temps comme ça et des idées qui peuvent inspirer d'autres personnes. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été très généreux, d'avoir partagé des idées intéressantes et en tout cas qui ont résonné chez moi. Donc, et je suis certaine qu'ils vont résonner chez tous les gens qui vont nous regarder, puisque donc on va mettre tout ça en ligne pour que les gens puissent profiter et puis réagir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. On se retrouve assez vite dans un format un peu moins libre, peut-être. Mais... Merci. Bon, allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.